Bonsoir à toutes et à tous. Le talent d'équilibriste de Jean-Christophe Cambadélis ne suffira peut-être pas cette fois-ci. Le PS se déchire sur la loi travail, sur les primaires, se retrouve exsangue à un an de la présidentielle derrière un François Hollande au plus bas dans les sondages. Les Français, eux, attendent des résultats, mais aussi des réponses. Comment lutter contre la radicalisation? Comment les démocraties peuvent faire face à la menace terroriste? Pourquoi l'embellie annoncée tarde à venir sur le front de l'emploi? Jean-Christophe Cambadélis répondra à nos témoins, sera confronté à l'analyse de nos experts. Vous pouvez l'interroger par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. Portrait signé Magali Lacrose et Mathieu Vibo. C'est Politique, c'est parti. Le terrorisme djihadiste ne passera pas et surtout il ne nous séparera pas. Après les attentats de Bruxelles, Jean-Christophe Cambadélis plaide l'unité face à l'adversité à l'ambassade de Belgique. C'est une guerre civile qui cherche. Donc c'est pour ça qu'il faut rester solidaire. Merci en tous les cas pour cette marque de solidarité. Si seulement les socialistes pouvaient l'être aussi solidaires. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique politicienne sur la mort des gens. Donc, tout peut être utile, tout doit demander attention, mais surtout pas de polémique. Ça, c'est pour les camarades qui disent tout haut tout le mal qu'ils pensent de la ligne gouvernementale. Le lundi, tout est balayé. On met tout sur la table. Le lundi midi à Solferino, c'est le grand déballage. Alors il vaut mieux partir bien armé. Un peu de pâté. Aujourd'hui j'ai froid, donc je vais manger consistant. Je vous propose quand même de passer à l'ordre du jour. Oui, parce qu'il y a du boulot. Vous connaissez le débat sur la déchéance de nationalité, la vraie connerie, les sondages qui étaient mauvais, des mobilisations et des polémiques entre saints. Ça fait beaucoup de vagues pour le capitaine du PS et ça l'agace. Et puis, il y a le débat sur la primaire à gauche et ses candidats potentiels. Alors, il a imaginé un truc, l'appel de Camba à tous les socialistes, qu'ils disent s'ils veulent de François Hollande en 2017 ou qu'ils se taisent à jamais. Ici, c'est 100% pour que François Hollande soit candidat. Ça se développe, ça se déploie dans toute la France. Oui. Voilà, sauf qu'avec les socialistes, c'est jamais aussi simple que ça. C'est un peu mon conseil des ministres. Oui, on peut dire ça. Il serait content d'être ministre, moi pas d'être Premier ministre. D'être président peut-être? Non, c'est pas mon objectif. Il y a suffisamment de candidats comme ça. Suffisamment, c'est déjà beaucoup trop. Son objectif, c'est de les évincer pour laisser la voie royale à François Hollande. On est nombreux à le penser, mais peu à le dire. Fidèle au chef de l'État. Pourtant, au début du quinquennat, le premier secrétaire était loin du parfait soldat. Et en passant devant le mur des célébrités du PS, c'est pas la photo du président qui accroche son regard. Vous avez bien un portrait préféré? Oui, j'aime assez, on le sait, Lionel Jospin, pour sa rigueur, son sens de l'analyse politique, mais François Mitterrand pour sa vista, on pourrait dire Martine Aubry pour sa détermination, François Hollande pour son sens du rassemblement. Vous aimez tout le monde en fait? Chacun a une part du socialisme, même si j'essaye comme premier secrétaire de ressembler un peu à Lionel Jospin, mais bon, ça... Il y a un petit côté acteur sur la photo, non? Ouais, les beaux gosses, ouais. Comme au cinéma. Il en a rêvé de ce job. Il l'a raté 3 fois et finalement, il l'a eu. Et maintenant, c'est lui, le patron de ces socialistes qui n'aiment pas tellement qu'on leur impose la marche à suivre. Les socialistes sont colériques, combatifs, brouillons, impatients, sur d'eux. Ils peuvent être mis au pas, les socialistes? Jamais.
Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir à mes côtés, des experts et des témoins. Je fais les présentations. Nathalie Caillet, elle est de gauche depuis toujours. C'est même, on le verra, une affaire de famille. Et depuis qu'elle a le droit de vote, elle vote socialiste. Mais c'est fini et elle nous dira pourquoi. Nadir Kaya, il habite Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Au moment où le débat sur la radicalisation dans les quartiers est relancé, il se bat pour changer les préjugés politiques et médiatiques sur les banlieues. Jean-Marc Daniel est économiste, enseignant à l'école des mines et à l'école supérieure de commerce de Paris-Europe. Il nous dira si lui, il voit du mieux sur le front du chômage avant 2017. Enfin, Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, président de l'Institut Polling Box et Formel, le PS a perdu les classes populaires et vous nous direz pourquoi. Jean-Christophe Cambadélis, ça restera sans doute comme l'image de la journée, une image assez désagréable, vous l'avez sans doute vu. L'hommage aux victimes à Bruxelles a été perturbé par des militants d'extrême droite avec des slogans racistes du genre « Nous sommes chez nous ». Donc c'est ça en fait, la haine répond à la barbarie. Tout à fait, c'est très exactement ce que veulent les terroristes, la grande séparation. C'est-à-dire que par leur action, ils veulent créer une réaction qui stigmatise tous les musulmans et qui leur permette, à partir de là, d'avoir une position de force pour attaquer les démocraties occidentales. C'est une source d'inquiétude quand vous voyez ces images-là où vous dites, bon, c'est 200 personnes, au fond, ça ne pèse pas. Non, mais c'est une stratégie et petit à petit, à force de coups de boutoir, elle provoque des effets parfois dans les urnes, dans un certain nombre de pays. Et puis, quelquefois, des débordements de ce style. On l'a entendu. C'est pas la première fois qu'on entend. Nous sommes chez nous. Vous disiez dans le reportage, le terrorisme ne nous séparera pas. Vous êtes sûr? C'était une pétition de principe, une volonté. Je disais cela à l'ambassadeur de Belgique, d'abord, parce que je crois que l'Europe doit rester unie dans ce moment et qu'elle doit faire un effort sur elle-même. Elle doit s'impliquer beaucoup plus. Elle doit créer les conditions de ce combat que nous menons. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une guerre et pas prendre les moyens pour mener cette guerre. Mais c'est aussi par rapport à la France. Moi, je milite pour la concorde nationale dans le pays. Je crois qu'il faut faire attention. Il y a des mots qui sont prononcés aujourd'hui à l'emporte-pièce. Dans le débat politique, on cherche plutôt à... Vous pensez à quoi en particulier? Je pense à des formules sur les quartiers, à des formules sur les musulmans, et ainsi de suite. Moi, je crois qu'il faut faire très attention aujourd'hui de garder la dimension de concorde nationale. Il faut aussi aborder les problèmes en mettant parfois les mots sur cette réalité-là. Quand on a appris qu'un attentat imminent avait été déjoué en France, que des attaques étaient prévues dans les églises, les gens qui vous regardent se disent quoi? C'est quoi notre sujet? On attend le prochain? Non, la preuve, on agit. Je suis comme tous les Français, quand je vois ce qui avait été prévu, je suis un peu choqué. Et comme tous les Français, on a un peu peur, on est dans l'angoisse de ce qui peut se passer. Et en même temps, je me dis que des attentats sont déjoués, 12 dans la dernière période. Mais ça confirme que nous sommes en temps de guerre. C'est une guerre asymétrique, avec un front intérieur que l'on ne connaît pas, avec des attentats aveugles. Et donc dans cette situation, il faut, encore une fois, mesurer ce qui arrive et prendre les mesures pour y faire face. Oui, mais nous restons des démocraties. Et comment font les démocraties pour répondre à la barbarie? Il y a eu un débat cette semaine, notamment sur les mesures à prendre contre les terrorismes condamnés pour des faits de terrorisme, avec des voix qui se sont élevées pour dire très bien, on ne veut plus les voir de retour dans la société, ces terroristes-là. Allons vers la perpétualité. Je vais y arriver, comment c'est ça? Voilà, c'est ça. La peine de prison à perpétuité, mais de manière réelle, avec une peine de sûreté qui serait portée jusqu'à plus de 30 ans. Quand vous entendez ça, vous dites attention, n'allons pas trop loin, ne réagissons pas vers l'émotion. Moi, je dis la chose suivante. Je crois que les hommes politiques et les femmes politiques devraient aujourd'hui d'abord mesurer leurs mots et puis ne pas chercher à démontrer que l'adversaire politique est un laxiste. Je trouve que dans notre débat aujourd'hui, on multiplie les propositions, non pas au nom de leur efficacité, mais au nom de la démonstration que comme l'adversaire ne l'a pas fait ou ne l'a pas proposé, il serait laxiste. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est l'efficacité. L'enjeu, c'est de trouver des mesures qui permettent de combattre le terrorisme. Alors prenons cet exemple.
la perpétuité réelle. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce débat avait déjà été posé le 8 mars à l'Assemblée nationale, un amendement d'ailleurs venant de l'opposition, et le gouvernement s'y était pas opposé. Et puis, quelques jours plus tard, on en fait un élément de polémique. Moi, je trouve que c'est pas bon. La démocratie, c'est la capacité des uns et des autres à dialoguer sur un sujet, avec des pour et des contre. Mais là, je trouve qu'il y a dans la France actuelle une dérive. Et cette dérive vise non pas à trouver les mesures efficaces, mais la mesure qui fait le maximum d'impact dans l'opinion. C'est la volonté d'apporter une réponse dans un moment d'émotion. Je ne sais pas si c'est la volonté de rapporter une réponse dans un moment d'émotion. En tous les cas, ça crée une polémique. Il y a des gens qui prennent position pour, contre. Et qu'est-ce que reçoivent les Français ? Que l'on est divisé sur le sujet, alors que l'on devrait dire, très honnêtement, qu'on en a déjà discuté, qu'il y a des mesures qui ont été prises et que l'on peut étudier tout ce qui est présenté. Ce qu'on veut savoir, Jean-Christophe Cambadélis, au fond, c'est si la France est suffisamment armée, suffisamment préparée. Est-ce qu'il y a des dispositifs à mettre en place, d'autres dispositifs à mettre en place que ceux qui ont été décidés après les attentats du 13 novembre. La France est suffisamment armée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a un dispositif de sécurité qui a fait ses preuves, même si, malheureusement, il y a des terroristes qui sont passés à travers les mailles du filet. Mais je crois que c'est aussi une psychologie sociale, une psychologie nationale à avoir. Nous ne sommes plus dans le temps heureux de la paix bénite dans l'ensemble des quartiers de France ou des villes de France ou des gares de France. Il va falloir s'y faire aux attentats ? Mais bien sûr, parce que la guerre ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut s'y faire. Il faut savoir que nous sommes dans une situation où l'ennemi, parce que c'est ça dont il s'agit, a été dans de nombreux cas désarmé, arrêté, empêché, mais qu'il peut à tout moment frapper. C'est une guerre, naturellement, qui n'est pas franco-française, on l'a bien vu cette semaine, c'est une guerre européenne. Les attentats du 22 mars à Bruxelles et le démantèlement de cellules terroristes implantées en France et en Belgique interrogent naturellement toute l'Europe sur les outils dont elle dispose pour se prémunir contre les attaques, pour partager au mieux les renseignements, optimiser les fichiers qui sont, eux, déjà en place. L'idée d'un FBI européen refait surface. Yacine Mili et Pierre Dehorne. La capitale européenne en état de siège. Les attentats belges ont semé la terreur et soulevé une nouvelle fois la question de la coopération des services de renseignement. Face à la menace, certains n'hésitent plus. Il faut créer une police commune, un FBI européen. Tant qu'il n'y a pas une vraie compétence de l'Union européenne, qu'il faudra sans doute introduire dans les traités, une fois l'alerte passée, le chacun pour soi reprend le dessus. L'idée d'une police européenne pour lutter contre le grand banditisme européen et notamment le terrorisme, ça paraissait utopique il y a quelque temps, ça paraîtra évident dans quelque temps, n'attendons pas d'autres tragédies. Une police européenne. Si l'idée peut paraître pertinente, dans les faits elle est très compliquée à mettre en œuvre. Car en plus de changer les traités, il faudrait aussi changer les habitudes. Et pour le moment, l'échange de renseignements se fait plutôt au compte-gouttes. On ne fait pas de renseignement à 27 autour d'une table. On fait du renseignement en face-to-face, one-to-one, comme disaient les Britanniques ou les Américains, de service à service en bilatéral. Et éventuellement, on peut faire des choses à trois, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et si on prend le cas par exemple de la Belgique et de la France, il y a une collaboration intense qui existe depuis des années avec des opérations communes. Vous avez des opérations dans lesquelles des officiers de renseignement belges et français sont ensemble physiquement, épaule contre épaule, au contact d'une source. Dans la foulée des attentats, les ministres de la Justice et de l'Intérieur européens se sont réunis en urgence à Bruxelles cette semaine. Objectif, afficher une volonté de travailler ensemble, même si sur le fond, il reste beaucoup à faire. Les deux, je dirais, défis aujourd'hui, dans le domaine du renseignement, c'est d'une part de s'assurer que les services de renseignement alimentent les fichiers européens. Premier défi. Deuxième défi, ils sont en train de le faire au sein de ce qui s'appelle le GATT, le groupe antiterrorisme. C'est un peu le club des services de renseignement. Ils sont en train de structurer un peu plus leur coopération. Et donc ce qu'il faudrait, c'est qu'ils accélèrent cette structuration. Autre projet toujours en attente, le fichier européen des passagers aériens censé faciliter la collecte d'informations sur les individus. Un dossier
sur la table depuis 5 ans. Alors, est-ce que le Parti socialiste, par exemple, pousserait l'idée d'un FBI européen ? Je ne sais pas si c'est un FBI européen, en tous les cas un état-major de la lutte contre le terrorisme. Être en face à face, service secret à service secret, c'est le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui, c'est que les cellules des terroristes, elles sont en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Regardez où on les arrête. Donc, si nous ne travaillons pas ensemble, eh bien, ils se porteront dans les endroits de faiblesse. Mais vous savez bien comme c'est compliqué de travailler ensemble, y compris sur des questions comme la question du renseignement. Oui, mais un jour, les Français et les Européens se retourneront contre leurs services, si on ne fait pas attention. Ils les désigneront comme responsables. Si on voit que les mailles du filet permettent à ce point de passer. Donc je crois qu'il faut faire attention. Il faut être préventif dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines. Et donc, il faut une coordination, un état-major, par exemple, qui permettrait de coordonner un peu plus et un peu mieux l'action dans ce domaine. Est-ce que vous ne pensez pas que ça alimente une forme de colère contre l'Europe qui aurait dû prendre ces sujets-là en main depuis bien longtemps ? Non, c'est une colère, il doit y avoir, c'est contre les terroristes, c'est pas contre l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, elle est peut-être pas tout à fait au niveau que l'on le souhaiterait, encore que, tout le monde le dit, il y a des échanges qui ont été faits et ça a permis de faire face à de nombreux attentats. On prend l'exemple du PNR, vous l'avez entendu, qui n'est toujours pas en application. Oui, mais le PNR est une des questions. Mais encore une fois, pour moi, la question essentielle, c'est la coordination, c'est pas simplement le PNR. Mais vous savez, aujourd'hui... je pense que la colère qui existe, et c'est ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est une colère contre les terroristes. Et là, évidemment, les Français doivent être attentifs de ne pas dériver contre une communauté. Mais vous l'entendez, ce discours-là ? Bien sûr, je l'entends. De rejeter la responsabilité sur les institutions européennes, sur une Europe trop lente, qui a du mal à décider ? Jusqu'à maintenant, je crois que les peuples, que ce soit en Espagne, en France, en Belgique, ont répondu avec responsabilité. Ce qui était très fort dans la manifestation du 11 janvier et dans les autres manifestations qui se sont déroulées, c'est que les Français ont cherché à être dignes. Ils n'ont pas accusé. C'est la polémique entre politiques ou entre politiques et journalistes. Mais moi, je n'ai pas entendu de cris accusant l'Europe, les politiques, etc. Ils ont cherché à faire bloc. Et ben moi, je crois qu'il faut prendre exemple là-dessus. Je voudrais vous soumettre une phrase. Elle a été prononcée par un membre du gouvernement, Patrick Caner. Des centaines de quartiers en France ont des similitudes avec Molenbeek. Moi, je ne suis pas pour ce discours. Je le dis, je connais bien Patrick Caner, qui est un bon ministre, mais je ne suis pas pour ce discours. C'est parce que c'est pas vrai ? Mais c'est pas vrai en tant que quartier. Dans les quartiers, pour ceux qui les connaissent, on sait très bien qu'il y a une tour, un endroit où il y a une concentration. Ce n'est pas anormal d'ailleurs. Mais dire un quartier, on stigmatise. On doit avoir une stratégie vis-à-vis du terrorisme. Et la stratégie vis-à-vis du terrorisme, c'est ne pas isoler les musulmans, c'est isoler... C'est ce qu'il fait, à votre avis ? Mais non, mais quand vous dites ça, alors les Français qui ne sont pas obligatoirement tous dans ces quartiers se disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment se fait-il qu'on n'a pas démantelé ça ? Comment se fait-il que ceci a pu exister ? Et hop, on reprend dans une politique. Mais pourquoi ? Mais parce que ce sont les musulmans. Et les musulmans, ils ne peuvent pas s'intégrer de la même façon que d'autres, etc. Et on est en train de dissoudre la concorde nationale. Non, il y a des problèmes. Il ne faut pas les fuir. Il y a des tentatives. C'est aussi ça qu'il dit avec cette phrase, non, même si vous la contestez. Est-ce que c'est pas ça qu'il dit aussi ? À un moment donné, prenons les problèmes les uns après les autres. Je lui conseillerais à ce moment-là de dire il y a des poches, il y a des immeubles, il y a des rues, mais il n'y a pas de quartier. Dans les quartiers, il y a de la réussite. Dans les quartiers, il y a de l'intégration. Dans les quartiers, il y a des diplômés. On pouvait dire la même chose à Molenbeek. Non, c'est pas Molenbeek, ce sont des rues, ce sont des quartiers. Non, Molenbeek, si vous avez visité ou vu Molenbeek, c'est déjà une concentration très particulière. Ce qui n'est pas le cas de ce que l'on peut voir sur des marchés, ça existe. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, je ne suis pas pour la stigmatisation. Je suis pour montrer ce qui réussit plutôt que de dire
qu'il faut rejeter. Est-ce que c'est pas ce qu'on a fait pendant des années, justement, avec une politique de la ville qui montrait ce qui marchait, qui restaurait, rénovait, mais qui n'abordait pas les difficultés réelles, par exemple de radicalisation dans certains quartiers, de communautarisme dans certains quartiers? Est-ce que là-dessus, et la responsabilité elle est sans doute collective, droite et gauche confondues depuis 30 ans, est-ce qu'il y a une part, pas de responsabilité, mais comment est-ce que vous vous sentez, représentant du Parti socialiste, quand vous regardez aujourd'hui ces quartiers-là, ce dont ils parlent, peut-être maladroitement? Moi, je voudrais rendre hommage aux acteurs sociaux. C'est eux qui sont au contact. Bon. Non, mais je vais vous dire, c'est eux qui sont au contact. Si on prend pas en compte, et si on dit que tout va mal, eh bien, on va créer pour le coup. C'est pas la question que je vous ai posée. Non, mais c'est sur la responsabilité du politique. Mais la responsabilité du politique, elle n'est pas engagée dans le sens où le terrorisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est arrivé en France depuis 1 an. Donc on ne peut pas dire que la responsabilité est engagée. Il y a des difficultés dans les quartiers, il faut les traiter évidemment, mais il faut les moyens pour les traiter, à la fois en termes d'argent, en termes de politique, et puis aussi en soutien. Aujourd'hui, personne ne parle des acteurs sociaux sur le terrain. Je me disais que peut-être vous m'auriez dit on aurait dû faire plus pour les quartiers depuis qu'on est arrivé aux responsabilités. Mais non, vous m'auriez dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, etc. C'est pas la question. La question, c'est dans quelle orientation on se développe. Alors, je vous présente Nadir Kaya. Donc, vous avez 45 ans, vous vivez à Gennevilliers, vous avez toujours vécu dans les quartiers et aujourd'hui, vous militez avec une association qui s'appelle Banlieue Plus. On en parlait justement à l'instant. Vous dites la radicalisation est un fruit planté il y a 30 ans et maintenant, on en a un goût amer. Gladys Lafitte et David Lemarchand vous ont suivi. Ah, t'as pris les affiches? Opération affichage pour Nadir Kaya. Bien, on va en mettre 2. Tu vois, si on fait comme Dans quelques jours, il organise une rencontre. L'idée, inviter les habitants des banlieues parisiennes à venir discuter. Et la famille, ça va? Ça va bien. D'un sujet qui peut fâcher. On a mis un titre un peu provocateur. Les banlieues sont-elles des usines à terroristes? Parce que, bon, malheureusement, il y a quand même des jeunes qui sont issus des quartiers populaires. C'est un fait, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous pensez du titre? Il y a le pour et le contre. Hein. Il y a un des frères Kouachi qui habitait juste à côté. Bon, c'était pas un jeune Villois, mais il a résidé quelques années ici. Merci à vous. Il y a 6 ans, ce franco-algérien de 45 ans a monté son association Banlieue Plus. Radicalisation, emploi, urbanisme, il dénonce le résultat de 30 ans d'échec de la gestion des banlieues par les politiques. On n'a pas fait participer les habitants, ou alors pas de façon régulière et constante, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens se sentent un peu trahis parce qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire. Alors Nadir donne la parole, quel que soit le thème. À chaque débat, il invite aussi les élus à participer. On les interpelle parce qu'ils ont aussi des choses à dire et notamment on peut également leur dire des choses ou leur reprocher des choses. Renouer le dialogue entre les politiques et les citoyens, c'est le sens de son action. Nadir refuse l'idée que les banlieues seraient les territoires perdus de la République. Alors ça vous fait un point commun avec Jean-Christophe Cambadélis sur l'idée que les banlieues ne sont pas les territoires perdus de la République. Mais vous avez entendu tout à l'heure le premier secrétaire du PS dire au fond c'est un terrorisme qu'on a vu émerger il y a 1 an. Est-ce que vous l'avez vu arriver plus tôt? J'ai entendu ce que M. Cambadélis a dit. Je suis un peu surpris et à la fois pas surpris par rapport à ce discours, mais ça me fait peur d'entendre ça. Si ça fait simplement 1 an qu'ils ont vu la chose arriver, ça fait peur et ça démontre à quel point ils ne sont pas capables, quand je dis ils, je parle des politiques de façon générale et les différents gouvernements successifs qui s'occupent des quartiers populaires ou de la question du terrorisme ou des problématiques qui sont liées aux quartiers populaires. Ça démontre bien qu'ils n'ont pas vu venir la chose parce qu'ils n'ont pas compris. Mais vous l'avez vu venir? On l'a vu venir parce que ça fait des années que les quartiers populaires, il n'y a pas de vraie politique de la ville. On ne fait pas avec les quartiers populaires. On l'a vu venir parce que oui, il y a des gens issus des quartiers populaires, pour certains malheureusement, qui se sont radicalisés parce que bon, pour différentes raisons, il y a des parcours qui démontrent et qui expliquent le pourquoi du comment par rapport à ces jeunes-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la position des politiques et notamment du gouvernement.
qui me semble un petit peu à côté de la plaque par rapport à cette réalité. Quand on dit qu'on n'a pas vu les choses venir, ou on les a vues venir simplement depuis un an, ça fait peur. Parce que nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est des lanceurs d'alerte sur différents sujets, sur la délinquance, sur les questions de drogue, les trafics. À une époque, c'était aussi les dégâts du sida. Il y a des générations, malheureusement, dans nos quartiers qui ont payé de leur vie par rapport à ça. Et par rapport à la situation actuelle, notamment sur les quartiers et le problème de la radicalisation, dire qu'on a vu les choses venir depuis un an, ça fait peur. On va laisser Jean-Christophe Cambadélis répondre. Les attentats, c'est depuis un an. La radicalisation, c'est depuis longtemps. Et cette radicalisation devait passer à l'acte. Elle a passé à l'acte que dans le moment que nous connaissons aujourd'hui. Dire que les quartiers sont dans une situation difficile. Dire qu'ils n'ont pas été traités, c'est peut-être excessif. Mais qu'ils n'ont pas atteint leur but, c'est peut-être réel. Mais les quartiers, on connaît depuis très longtemps. Il y a eu des émeutes même dans les quartiers. Donc on a vu ce qui se passait, on a vu ce qui se disait à ce moment-là. Et puis il y a des politiques qui ont été menées. Des politiques globales et puis des politiques menées par les collectivités locales. Mais ce qui est intéressant là, c'est quoi? C'est de placer les politiques face à leurs responsabilités dans un dialogue avec les citoyens. Moi, je trouve ça parfaitement bien et je ne vais pas m'en offusquer. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, Jean-Christophe Cambadélis, qu'on aurait dû faire? Je dis on, tous, peut-être. Dans notre façon aussi de regarder ces quartiers-là, de les appréhender. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je crois que c'est le regard d'abord qui a compté. Là, on est dans un moment très particulier. Et quand vous êtes dans l'espace public français, regardez la presse de ce week-end, on stigmatise. Je crois que ça fait un peu plus de 30 ans qu'on stigmatise. Mais je parle de ce week-end-là pour montrer comment Juste on pour est. rappeler, je crois qu'il y a eu un rapport du Conseil de l'Europe, notamment sur la banalisation du racisme en France, à travers les politiques et une partie de la classe médiatique. C'est une réalité, ça nous surprend pas, mais ça fait 30 ça rappelle ans, un petit peu les choses qui n'ont pas été faites. Mais ça fait 30 ans que les unes des hebdomadaires sont sur les femmes voilées. La première, Nouvel Observateur, il y a 30 ans. Oui. Et c'est à partir de là qu'on a commencé la stigmatisation. Et ça, on le sait. Historique, hein. Mais bien sûr. Et donc il y a là-dedans des débats. Il n'y a pas eu du tout la même attitude par rapport au quartier, que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche. Excusez-moi de réintroduire le débat politique. Malheureusement, le résultat est le même, hein, si je peux me permettre. Je pense pas. Je pense que l'attention n'est pas la même. Que le résultat soit difficile, malheureusement, ce n'est pas le seul domaine où les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que l'on va investir. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du premier secrétaire du Parti socialiste, mais de la classe politique d'une manière générale? Alors, je ne vous cacherai pas qu'on n'attend rien de la classe politique de façon générale. C'est vrai ce que vous dites? Vous n'attendez plus rien? Oui, preuve en est, on est sur le terrain, on essaie de faire les choses depuis des années, on fait les choses, on participe, on est également la France. Mais ils viennent vous voir? Non? Ah oui, mais pour certains, c'est surtout à des moments bien précis, notamment quand il y a des enjeux électoraux ou des élections. Mais globalement, il y a très peu de politiciens qui sont vraiment concernés par ce qui se passe dans les quartiers. Il y a beaucoup d'amertume dans ce que vous dites. Mais c'est une amertume qui est basée sur une certaine réalité, sur un certain vécu. On est encore plus, nous, responsables associatifs, révoltés par ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand on lance des appels depuis 30 ans au dialogue, et le souci, en fin de compte, c'est la considération. Il y a un souci de considération de la classe politique. J'entendais les propos de M. Cambadélis là-dessus. Je dis très bien, il faut discuter. Nous, ça fait des années qu'on demande à discuter ensemble. Preuve en est, on a interpellé à l'époque le gouvernement de M. Sarkozy et aujourd'hui M. Hollande à faire en urgence des tables rondes avec des responsables associatifs pour parler des problèmes. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation, comme vous le disiez, on est tous concernés, tous les Français sont concernés par cette situation. Il faut absolument faire des tables rondes. C'est les tables rondes la solution, pardonnez-moi de caricaturer, mais c'est ça le problème, il faut parler? Une des solutions, bien sûr qu'il faut parler. Et encore pour dire quoi? Il faut... Encore plus quand ça ne va pas. Ouais. Faut revenir à la source de ces problèmes. Là, on parlait d'émotions et de situations, certes, mais aujourd'hui, si on veut traiter le problème rapidement et à moyen terme, il va falloir revenir aux causes de cette situation. Pourquoi aujourd'hui des jeunes qui seraient issus de nos quartiers en arrivent à se faire sauter au nom d'une religion, d'une idéologie ou je ne sais quoi? Donc aujourd'hui, ce sont des enfants de la France qui se comportent comme ça. Vous savez pourquoi, vous avez un début d'explication?
Pour certains, oui. Après, le souci aujourd'hui concernant ces jeunes, d'après les deux profils qu'on a, on a le profil le plus prévisible, c'est celui de l'ancien délinquant. Donc on voit la chose venir par rapport à ce profil-là. Le profil, pour ma part, le plus inquiétant, c'est le profil de la personne qui est assez stable, qui donne aucun signe de radicalisation. Voilà. Ce profil fait peur. Mais par rapport à l'autre, celui qui est malheureusement représenté par la majorité de ces jeunes qui se font sauter, ce sont des gens qui ont un passif. Tant dans leur situation sociale et familiale. Donc c'est des choses qu'on doit savoir prévoir. Jean-Christophe Cambadélis, ça a du sens quand on entend parler de centres de déradicalisation. Comment est-ce que vous, dans vos fonctions, vous appréhendez ce sujet-là? Ce qui vient d'être dit, au fond, sur la question qui nous est posée encore une fois à tous, comment des enfants français qui sont allés dans l'école de la République, à un moment donné, se retournent contre nous? Je pense que oui, il faut parler, il faut échanger. Il faut échanger parce que c'est le meilleur moyen pour bloquer, pour pouvoir faire en sorte que d'autres générations ne s'engagent pas dans le même processus. Et puis après, quand ces gens qui se sont radicalisés ou qui pourraient passer à l'acte, etc., il faut, oui, créer les conditions pour qu'ils reviennent à la normale. Et non pas de dire il n'y a pas de possibilité. Bien sûr que c'est possible. Ouais. Bien sûr que c'est possible. C'est possible parce que moi je crois au langage de la raison. Je crois à la possibilité de convaincre. Je crois surtout à une question que l'on voit dans tous les itinéraires. Alors je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Allez-y, c'est pas grave. C'est le fait qu'il faut considérer la personne. Et à partir du moment où ces jeunes commencent à être considérés, il y a une écoute. Il y a un échange. Et donc dans ces jeunes-là que nous avons en ce moment dans les quartiers, si nous disons on ne peut pas s'en occuper parce qu'ils sont hors société, ils sont hors France, eh bien on prépare les conditions de nouveaux attentats dans les années à venir. Si on est en capacité de dialoguer, discuter, intégrer, montrer les récits... Pour dire quoi? Pour dire... On va vous proposer un avenir, vous allez devenir milliardaire, tiens, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on vous propose? D'abord, pourquoi pas? Pourquoi eux n'auraient pas la possibilité de réussir dans la vie? Pourquoi ça serait réservé aux enfants de Neuilly ou d'Auteuil ou de Passy? Quand on est à Pantin ou à la rue de la Courneuve, on a aussi le droit de réussir. Mais je mets ça de côté. Mais pour leur dire quoi? Pacte républicain? Ça veut dire quelque chose encore pour eux? Je suis désolé, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un ensemble, ça veut dire un vivre ensemble. Évidemment qu'il faut proposer, c'est pour ça que c'est un ensemble, évidemment qu'il faut proposer un débouché, évidemment que tant qu'on n'aura pas réussi à remettre en marche la machine économique et on sera dans la difficulté, évidemment qu'il y a des jeunes dans ces quartiers qui sont surdiplômés et qui ne trouvent pas un emploi et qu'on ne se pose pas la question pourquoi ils ne trouvent pas un emploi, parce qu'il y a souvent une discrimination, il y a des tas d'associations qui ont fait la démonstration. Vous vous battez suffisamment pour ces sujets-là? Écoutez, moi j'essaye de me battre pour ces sujets-là. Le soir des élections régionales, j'ai dit qu'il fallait mener un combat, une inflexion sur le précariat parce que je sentais cette évolution tant du point de vue du vote du Front National que de la situation dans les quartiers. Et puis nous avons fait une réunion de tous nos secrétaires de section en France. Nous les avons réunis, ça n'a intéressé personne, mais ça a intéressé le secrétaire de section. Parce que pendant toute une journée, on a discuté précisément de cela. Sans nous? Il y avait d'autres associations que la vôtre. D'accord, très bien. Est-ce que c'est une question de moyens? En général, quand on parle des quartiers, des banlieues, on dit il faut des moyens. Est-ce que c'est une question de moyens? C'est un ensemble de choses. C'est sûr qu'il y a un problème de moyens, mais... Il y a surtout un problème de volonté politique. Je pense qu'il est aussi là le problème, parce que si on n'a pas fait les choses depuis 30 ans, c'est qu'il y a bien une raison. Pourtant, à droite comme à gauche, on a essayé de faire, ils ont essayé de faire, et le résultat est là et démontre que chacun n'a pas réussi à faire. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut se remettre en question. Je pense que les politiques ne sont pas encore capables de se remettre en question réellement. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux? Vous dites tout à l'heure, j'attends rien d'eux, et en même temps, vous dites qu'il faut qu'ils se remettent en question. Non, j'attends rien d'eux. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous dites, allez, ça, il faut faire bouger?
Est-ce que c'est la discrimination à l'embauche? Est-ce que c'est... C'est un ensemble des choses. Comme le disait M. Cambadélis, il y a suffisamment d'associations qui ont fait remonter toutes les problématiques qui sont là et qui perdurent. Donc aujourd'hui, de dire que les associations font le travail, c'est un fait, c'est une réalité. Et heureusement que ces associations sont là et travaillent, même si elles ne sont pas mises en avant et suffisamment montrées. Mais aujourd'hui, mis à part le fait de prendre ses responsabilités par rapport à la classe politique, il y a prendre ses responsabilités, mais il y a aussi tirer les leçons. Parce que moi, j'ai jamais entendu, jusqu'à preuve du contraire, un politique ou un responsable politique dire excusez-moi ou excusez-nous. S'excuser, c'est très important. Après, une fois qu'on s'est excusé, notamment quand on parlait de considération... Excusez-moi, pourquoi? Pour les erreurs qu'on a pu commettre ou l'attitude qu'on a pu avoir vis-à-vis notamment des quartiers populaires. Mais moi, je ne crois pas qu'il faut s'excuser, qu'il faut agir. Je vais vous donner un exemple d'une expérience. L'un ne va pas sans l'autre. L'expérience qui m'a beaucoup frappé. Il y a une association dans le Val-de-Marne qui prend des jeunes qui sont en difficulté, en très grande difficulté, et pour certains délinquants. Et il leur propose une immersion dans les meilleurs lycées parisiens. Et ils sont étonnés de voir comment l'attitude change totalement. Et je crois que, je ne vais pas dire qu'il faut généraliser ça, mais c'est des éléments, des manières de faire pour casser la ghettoisation. Alors justement, est-ce que vous soutenez la proposition, et l'un et l'autre d'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux, la proposition de Valérie Pécresse, patronne de la région Île-de-France, qui dit il faut faire mieux en termes de répartition des logements sociaux. On ne peut plus se retrouver dans des villes comme Fleury-Mérogis où il y a 80% de logements sociaux. Est-ce qu'elle a raison? Soit elle a raison, mais il suffit qu'elle se tourne vers son parti politique et dire pourquoi, dans la plupart des villes de l'Ouest parisien, on refuse des logements sociaux. Enfin, il y a une dimension là qui est une dimension, je pense, qui n'est pas à la hauteur. Parce que, évidemment qu'il faut essayer de casser les ghettos sociaux. Mais pour casser les ghettos sociaux, il faut que les villes qui sont riches, avec une population riche, puissent accepter, non pas d'être submergés, mais une part de la situation des difficultés sociales. Si on veut répartir, pourquoi pas? Mais non, son parti politique est le principal parti qui s'oppose à cela. La solution, c'est la mixité. Non, parce que la mixité sociale, c'est une fausse réponse à un vrai problème. Aujourd'hui, parler de mixité sociale, c'est un peu utopique. On en rêverait tous, ou presque, sauf peut-être les personnes aisées ou suffisamment riches qui vivent entre eux et qui ne le souhaitent pas avoir d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes moyens. Aujourd'hui, bien sûr que tout le monde le souhaiterait, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, la France telle qu'elle est, c'est pas possible. Même si on condamne des maires à payer cette fameuse amende pour ne pas respecter la loi, ça ne change pas les choses. On le voit très bien aujourd'hui, c'est une question de mentalité. Même si ça a toujours existé historiquement que des riches vivent entre les riches, les pauvres entre les pauvres, de par nos valeurs républicaines, on devrait normalement atteindre ça, mais ça reste utopique aujourd'hui. Sur la question de... c'est l'intérêt général quand même qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, si on veut une société mobilisée contre le terrorisme, il y a la dimension militaire, on la voit très bien. Et puis il y a une dimension franco-française. Si nous, on perdure à constituer ou laisser des ghettos, évidemment, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Vous allez croire que j'insiste lourdement, pardonnez-moi si c'est le cas, mais il y a un Premier ministre qui a parlé justement des ghettos, Manuel Valls, il s'est emparé de ces sujets-là très tôt. Pourquoi il y a eu une telle inertie sur la question des quartiers? Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que les solutions, vous les avez, vous en avez en partie exposé à l'instant. Pourquoi il y a eu une telle inertie? Il y a eu une inertie, je pense, à cause du débat politique. Il y a eu une inertie parce que dans le débat politique français, les quartiers étant stigmatisés, les politiques ne l'ont pas totalement assumé, en tous les cas, dans l'ensemble de la classe, de ce qu'on appelle la classe politique. Il y a eu aussi, il faut bien le dire, parce que c'est un mouvement qui doit aller dans les deux sens. La puissance publique et l'État doivent faire
un certain nombre d'efforts, d'avoir une stratégie. Elle a été d'ailleurs pas mal développée au début du quinquennat avec François Lamy, le ministre à l'époque de la ville, qui a requalifié les quartiers parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait des quartiers qui étaient mis en situation difficile et qui ne l'étaient pas. Et qu'il y avait donc des subventions. Il y a une politique de requalification qui s'est faite. On a serré les quartiers qui étaient en difficulté. Mais c'est aussi une question de moyens. Et quand vous n'avez pas tous les moyens pour pouvoir le faire, bien, vous n'arrivez pas à régler le problème. Et puis, attention, ce n'est pas une question d'une année ou de quelques mois. C'est une question qui va durer longtemps. C'est un travail qui va être important sur plusieurs années. Un élément que je mets dans le débat, les statistiques ethniques. Est-ce qu'au fond, ce serait un bon moyen, à un moment donné, de regarder le problème très concrètement, dans le détail? Je pense qu'elles existent. Elles ne sont pas officielles, mais je pense qu'elles existent. Donc le détail de quoi? De la composition des quartiers Par exemple, sur la discrimination à l'embauche? Tout ça, c'est comme beaucoup de choses. C'est connu, c'est déjà sur la table. Maintenant, c'est de se poser la question, comment faire pour régler ça? Alors, comment faire pour régler ça? C'est pas le moment ici d'en parler et de développer, parce que ça prendrait énormément de temps. Comme je vous dis, on a 30 ans, 40 ans de retard. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut aborder et régler tout de suite en l'espace d'une émission. C'est vraiment se mettre autour de la table avec les politiques, parce que quand je vous dis se mettre autour de la table, c'est pas à mon niveau personnel. Il y a des gens extrêmement compétents dans les quartiers populaires qui ont les compétences qui sont celles de beaucoup de Français dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent répondre à des questions concrètes. Donc comme je vous parlais tout à l'heure de considération, c'est pas simplement d'être entendu, c'est de comprendre ce qu'on dit. Parce qu'on est tous concernés par ce qui se passe. Donc il faut vraiment avoir une volonté des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler ce soir ensemble. Un mot sur l'islam. On entend beaucoup de la part de certains responsables politiques l'idée qu'il faut que l'islam se réforme et fasse le ménage, pour dire les choses de manière caricaturale. Comment est-ce que vous le vivez, ce discours-là? Comment est-ce que c'est perçu? Alors, je ne suis pas un expert de l'islam, je suis... Non, mais vous êtes dans ces quartiers-là et vous voyez comment c'est reçu. Je suis de confession musulmane, mais l'islam est tellement vaste que je ne pourrais pas prétendre la connaître et pouvoir répondre également à cette question de façon générale. Réformer l'islam, non. Réformer l'idée qu'on a de l'islam, oui, ça c'est une réalité. Mais je pense qu'il faut surtout dialoguer. Mais c'est un peu compliqué parce que quand vous avez le discours de certains politiques qui disent qu'il faut réformer l'islam ou qu'il ne faut pas stigmatiser et que même le font, ou alors on parle d'ingérence, c'est un peu comme pour les quartiers, on va faire pour eux. C'est toujours pareil. Réformer l'islam, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut comprendre l'islam et il faut avoir également cette volonté de le comprendre à travers les citoyens, notamment de confession musulmane. Jean-Christophe Cambadélis, sur cette notion-là? Moi, je pense que c'est un débat dépassé parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, d'ailleurs vous le voyez au niveau de l'ensemble des responsables. Mais je dirais que d'un certain point de vue, l'islam était désigné du doigt et que les musulmans se mettaient en retrait. Parce qu'ils voyaient bien qu'ils étaient, pour un certain nombre d'entre eux, désignés. Maintenant, il y a un processus inverse. Je trouve que ce qui s'est passé après l'attentat du Bataclan a montré une prise de conscience et une volonté, y compris pour un certain nombre de religieux, de mener la bataille contre des cristallisations sectaires. Et si la solution à tout ça était l'emploi? On en vient au sujet qui préoccupe le plus les Français, la question du chômage, avec ces chiffres que vous avez vu passer les uns et les autres. La baisse de janvier a été balayée par les mauvais chiffres de février, plus 38 400 demandeurs d'emploi en plus en France, avec en prime le rebond du chômage chez les plus de 25 ans. Jean-Marc Daniel, est-ce que vous croyez à l'inversion de la courbe du chômage avant 2017 ? Ce qui est frappant, ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'emploi et dans l'évolution de l'emploi en France, c'est qu'on devrait être dans une position très favorable, puisque dans les économies cycliques telles que nous les connaissons, on est plutôt dans une phase de reprise, mais une reprise d'abord que l'INSEE a qualifiée de poussive, c'est-à-dire que la croissance a été de 1,2% l'année prochaine et on n'est pas sûr que cette année, elle sera significativement plus élevée. Et ensuite, cette reprise, qui pourrait être beaucoup plus significative grâce notamment au contre-choc pétrolier, on ne la voit pas véritablement hors ce contre-choc pétrolier.
C'est-à-dire, quand même, on a engrangé 40 milliards d'euros grâce au contre-choc pétrolier, l'équivalent du CICE, et un CICE gratuit, et ça ne se traduit pas véritablement dans la redynamisation de l'économie française. Ce qui est frappant, à mon avis, c'est deux choses. La première, c'est que chaque fois qu'il y a un cycle économique, au moment de la période la plus favorable, on ne retrouve pas une situation aussi brillante que dans la période correspondante du cycle précédent. En 2008, on était descendu à 7% de chômeurs, on est à 10% de chômeurs, et je pense qu'on n'arrivera pas à revenir à ces 7% de chômeurs. La deuxième chose, c'est que les réformes qui ont été appliquées dans un certain nombre de pays ont du mal à passer en France. C'est-à-dire que si on regarde sur la zone euro, sur les 2 dernières années, 2/3 des emplois ont été créés en Espagne et en Allemagne. 2 pays qui ont fait des réformes. L'un sous un gouvernement social-démocrate au travers de ce qu'on appelle les réformes Hartz, l'autre avec les réformes de M. Rajoy, donc un gouvernement conservateur. Donc il y a une sorte d'unanimité politique autour de quelques réformes que l'on devrait faire. Or en France, on a du mal à faire passer ces réformes. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi lorsque M. Renzi dit au sommet de Venise à François Hollande, mais n'hésitez pas, allez-y, moi j'ai fait passer le Job Act, je suis dans la même mouvance politique que vous, pourquoi est-ce que ça n'a pas plus d'écho au Parti socialiste français? Pourquoi on a tant de mal à accepter des réformes qui sont celles qui sont dans les rapports et dans l'action de M. Renzi? D'abord parce que M. Renzi s'aligne sur la France. C'est-à-dire qu'il avait une situation du point de vue du droit social qui était meilleure encore, si on peut dire. Et donc aujourd'hui, il reprend exactement le niveau français. Donc c'est pas tout à fait le sujet. Mais la question qui est posée, elle est assez simple, elle est connue. C'est que la France, avec son filet social, qui certes ne règle pas tous les problèmes, et il y a un certain nombre de Français qui passent à travers parce qu'il y a trop de gens qui sont aujourd'hui dans le précariat ou dans l'exclusion. Mais la France est un pays qui protège le mieux socialement les Français. Et ça a un prix. Le prix, c'est que quand ça redémarre, quand la croissance est à nouveau là, bien évidemment, nous ne sommes pas aussi dynamiques, pour reprendre votre formule, que l'ensemble des pays de l'Europe, en particulier l'Allemagne ou l'Espagne. Mais ils le font, eux, j'allais dire, à quel prix ? Au prix de petits boulots, de gens qui n'ont même pas de quoi vivre. Donc il vaut mieux le chômage que les petits boulots. Il vaut mieux le chômage bien indemnisé que les petits boulots. Non, il vaut mieux l'emploi. Il vaut absolument mieux l'emploi. Donc il ne faut pas avoir de préférence pour le chômage ou pour la dérégulation. Il faut avoir une préférence pour l'emploi. Pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la croissance, et il faut qu'il y ait de l'investissement, et il faut qu'il y ait de l'innovation. C'est pour ça qu'on avait fait le CICE. Il faut qu'il y ait des réformes. C'était la question que vous posez à Jean-Marc Daniel sur la loi El Khomri, par exemple. Attendez. Je crois que le Parti socialiste, que ce soit sous la forme du CICE ou du pacte de responsabilité ou de la loi El Khomri, a engagé plus que tout autre, et Dieu sait que ça a été contesté en ce sien, que tout autre gouvernement, un travail dans ce sens. Mais je constate quand même qu'on interpelle les politiques, on interpelle le Parti socialiste, on interpelle même parfois les syndicats, on n'interpelle jamais le MEDEF. Qu'est-ce qui fait que nos entrepreneurs, aujourd'hui, ne sont pas à la conquête de marché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau où il le faudrait du point de vue de... Où est-ce que vous voulez en venir? Et nulle part. Tu veux qu'on pose la question? On parlait tout à l'heure. Si vous posez la question, c'est que vous avez un élément de réponse. Non, on parlait tout à l'heure de la nécessité de dialoguer. Je pense que dans ce domaine, il faut surtout. On est tout le temps. Non, mais on est tout le temps en train de, là encore, avoir une politique stigmatisante par rapport à ceux qui travaillent ou ceux qui sont dans l'exclusion, en leur disant c'est votre faute et vous êtes déjà trop protégés. Et si vous étiez moins protégés, si on licenciait mieux, on n'embaucherait plus. Ça, c'est la loi El Khomri. Mais non, c'est pas la loi El Khomri, parce que nous, on a mis un juge au milieu. Donc, mais voilà ce que l'on dit à l'ensemble des Français. Comment voulez-vous que la population, les gens adhèrent à ce type de discours? Il y a à la fois, puisque le débat, c'est pourquoi il y a un blocage en France au niveau des réformes. Et moi, je suis bien d'accord avec cela. Il y a en France une résistance par rapport à la dérégulation totale, à la précarisation totale. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète. Je vais vous dire pourquoi ça m'inquiète. Parce que quand je vois le programme proposé par la droite pour les élections présidentielles et législatives, c'est 10 fois, 100 fois plus que ce qui est dit aujourd'hui et qui provoque
la résistance que l'on connaît. Donc on voit bien... Qu'est-ce que vous faites de la loi El Khomri en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, puisque ça fait partie des réformes, Jean-Marc Daniel? Eh bien, moi j'ai dit que la loi El Khomri au point de départ était déséquilibrée. Oui. C'est pas souvent qu'un premier secrétaire ou qu'un patron d'un parti au gouvernement le dise. Je l'ai dit, elle était déséquilibrée. Et maintenant ? Maintenant elle est plus équilibrée. C'est un nouveau départ dans cette loi. On a négocié avec les organisations syndicales, on a négocié avec les groupes parlementaires. Je trouve que, par exemple, l'introduction de la garantie jeune ou la sécurisation des parcours professionnels, les premières étapes qui sont mises en place aujourd'hui, c'est cet élément d'équilibre. Moi, je pense que l'on arrivera à faire les réformes pour être à nouveau compétitif et retrouver notre place, la première en Europe, qu'à partir du moment où les réformes seront équilibrées. Je suis pour le juste équilibre. Deux remarques. Quand le Premier ministre dit pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, ça suppose quand même qu'on tienne compte de la vie des employeurs. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, cette déception des représentants des employeurs? Vous pouvez considérer qu'ils sont sournois, que c'est une position politique pour vous mettre en difficulté. Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'ils disent maintenant, écoutez, au rythme où vont les choses, cette loi va ne servir à rien, parce qu'on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout d'une logique qui permettrait de créer des emplois? Alors, je distingue les chefs d'entreprise des organisations syndicales. Parce que les organisations syndicales patronales, c'est toujours moins pour les salariés, toujours plus pour l'entreprise. On a mis 40 milliards sur la table. Et vous avez indiqué à juste raison que la baisse du prix du pétrole, on pourrait même parler de l'euro, etc., on a mis 40 milliards d'autres. Et avec ça, vous ne pensez pas que les Français peuvent s'interroger? Comment se fait-il qu'avec ça, on n'arrive pas à avoir une politique dynamique de croissance qui devrait déboucher sur l'emploi? Il y a quand même moi je veux bien qu'il y ait une responsabilité, mais elle est partagée, elle est collective. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ces 40 milliards? C'est bien la question. C'est pour ça qu'au Congrès du Parti Socialiste, nous avions demandé qu'il y ait un rendu sur l'utilisation de ces fonds publics. C'est intervenu en partie au mois de janvier. Et le Premier ministre avait dit à ce moment-là que la réponse du côté du MEDEF n'était pas là. Il y a une résistance à la réforme, elle va s'exprimer dans la rue le 31 mars prochain. Quelle est la bonne attitude à avoir de la part du gouvernement sur un texte qui est contesté par une partie des syndicats, par une partie de la jeunesse? D'ailleurs, vous avez été patron de l'UNEF à une époque, je suis sûr que vous auriez peut-être manifesté contre cette loi-là. Non? Qui sait? J'aurais pas fait ça. Vous n'auriez pas fait quoi? Non, je n'aurais pas indiqué que ce que l'on avait obtenu était peanuts. Le rôle d'une organisation syndicale, c'est d'obtenir dans la négociation, pas la contestation globale. Mais bon, chaque génération a le droit de faire son expérience. Mais il y a à la fois la rue, la mobilisation de la rue, et à la fois un débat qui va arriver au Parlement. Dans ce moment-là, est-ce qu'on peut aboutir à un retrait du texte? Est-ce qu'il faut modifier certains points de crispation? Quelle est la solution du premier secrétaire du PS? Il faut toujours discuter, mais il faut enregistrer quand les éléments sont positifs. Sinon, on est dans le préjugé. Sinon, on est sur une posture, je vois bien ce qu'elle est, de démontrer, là encore, ce que l'on veut démontrer de la nature du gouvernement. Moi, je trouve qu'il y a des inquiétudes, il y a des interrogations, il y a même des critiques. Il faut y répondre. On y a répondu en grande partie. Le débat parlementaire va permettre d'éclairer un peu plus le débat sur cette question. Dans ce débat, juste une dernière question. Dans ce débat, vous avez parlé effectivement des 40 milliards et de faire l'amélioration de la conjoncture économique fait quand même qu'il y a un peu plus de souplesse budgétaire. On parle déjà de cagnotte. Il y a 6 milliards, une mini cagnotte de 6 milliards. Il y a ensuite les 8 milliards de ce qui serait le reste du pacte de responsabilité. Or, une partie de votre parti, les frondeurs, commencent déjà à dire ça fait 14 milliards. Ces 14 milliards, il faut les utiliser pour faire une relance par la consommation un peu traditionnelle. Quelle est votre position? Je vais vous dire, ce n'est pas simplement les frondeurs ou les frondeurs, c'est une résolution adoptée par le Bureau national du Parti socialiste. C'est-à-dire que nous avions dit qu'à un moment donné, cette troisième partie, on va dire, de ce qui devait être alloué au pacte de responsabilité, devait être étudiée en fonction de ce qui avait été fait ou ne pas fait. Et si les éléments n'étaient pas positifs, pour
parler comme cela, eh bien, il fallait les reporter, les investir dans les collectivités locales, particulièrement ce qui nous permettrait d'aborder les problèmes que l'on a connus. Pour réduire le déficit budgétaire. Mais le déficit budgétaire, il est stabilisé. Hein, oui, mais il n'est pas à zéro. Oui. Bon, il est stabilisé. Vous pourriez vous en féliciter. C'est un élément nécessaire pour l'ensemble de notre économie. Alors, Nathalie Caillet, vous a écouté attentivement depuis le début de l'émission. Nathalie Caillet, votre grand-père était mineur cégétiste. Votre père était enseignant, votre mère infirmière, tous les deux encartés au Parti socialiste. Bref, vous avez grandi avec une culture politique de gauche, vous avez voté Hollande, mais vous vous sentez tout simplement trahi, et vous allez nous dire pourquoi, en attendant le reportage de Romain Besnénou et Dominique Lemarchand. Chez les Caillets, la politique, c'est une histoire de famille. Le fondement du socialisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour qu'une société puisse effectivement évoluer, pour que les gens vivent mieux dans cette société. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de sombrer. C'est le Titanic actuellement. Ils sont fichus vraiment dans la merde. Quand Nathalie retrouve ses parents, anciens militants socialistes, les mots sont sévères. Tous sont déçus et même révoltés par la politique de François Hollande. Ce matin, on disait, mais pour qui on va voter? Moi, je pense à mon père, constamment. Il doit être en train de se retourner dans sa tombe. Les dirigeants du Parti socialiste ne se rendent pas compte de la connerie monstrueuse vers laquelle ils sont en train d'emmener tout le parti. Aujourd'hui, votre affiliation au PS, votre carte du PS... Je l'ai déchirée, je n'en veux plus. J'en veux plus, j'ai plus de carte. Ah, sacré liqueur. Pour Nathalie, François Hollande a trahi ses promesses, ses électeurs et même les valeurs de la République. La liberté actuellement, elle est bafouée. L'égalité, on n'en parle même pas. La fraternité... Il n'y a qu'à voir la position de Valls par rapport aux migrants. Je me dis, mais comment on peut revendiquer encore aujourd'hui « je suis socialiste avec ces valeurs » Enfin, c'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre et qui me déçoit terriblement. Ils ne sont plus socialistes aujourd'hui à vos yeux? Non, bien sûr que non. Désormais engagée au sein de mouvements de gauche comme Nouvelle Donne, Nathalie en est sûre, elle ne votera plus jamais socialiste. Alors, on va voir si Jean-Christophe Cambadélis parvient à vous faire changer d'avis. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Ce qui m'a le plus déçu, c'est que on sait généralement, parce qu'on vote sans être naïf, qu'à chaque élection, notre décision de voter pour tel ou tel candidat, tel ou tel parti, se fait par rapport à des promesses qui sont faites et dont on espère qu'un certain nombre d'entre elles vont être réalisées. Ce qui m'a déçu, c'est que quand on parle de trahison, c'est plus qu'une déception. C'est une trahison parce que j'ai beaucoup suivi la campagne de Hollande et la phase après les primaires. Hollande au Bourget, c'est pas Hollande qui parle, c'est Jaurès. Son ennemi, c'est la finance. Il va redonner l'espoir à la jeunesse. Il va faire en sorte que le chômage inverse, enfin la fameuse courbe du chômage va enfin être inversée. Là, il vous plaît quand il est comme ça? Bien sûr qu'il me séduit, c'est ce que j'attends et c'est ce que la population attend. Cela dit, il me plaît, mais je ne suis pas totalement naïve. Je me dis, ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Là où j'ai de la colère, c'est que je pense que ce qui a été dit, ça n'est pas que des promesses, c'est un mensonge. C'est-à-dire que je pense que François Hollande s'est fait élire sur un mensonge en expliquant qu'il était véritablement quelqu'un avec ses valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, alors que tout ce qui a pu se passer après, dès qu'il est rentré, dès qu'il a pris le pouvoir, nous a démontré le contraire. Vous a démontré quoi? Alors, je vais juste vous... Et après on laissera répondre Jean-Christophe Cambadélis. Je vais lancer une fleur à Manuel Valls, c'est quand même pas souvent que ça m'arrive. Manuel Valls a été le seul à assumer au moment des primaires cette volonté libérale de dire, voilà, il y a d'un côté la vieille gauche et puis de l'autre côté la gauche moderne que moi j'incarne. Je vous rappelle que lors des primaires, Manuel Valls, aux primaires, ce sont bien des gens qui avaient ces idées. Il a représenté 5,83%. C'est bien que ça n'était pas une attente de la population qui s'est déplacée ensuite pour aller voter à la présidentielle. Or, les choses qui m'ont marqué, François Hollande arrive en mai 2012 à la présidentielle. Aucune mesure en faveur des classes les plus défavorisées
n'existe. La première mesure qui est prise, ça s'appelle le CICE. Je suis chef d'entreprise. Enfin, voilà, l'ascenseur social a bien marché. De service à la personne. Tout à fait. J'ai créé une entreprise de service à la personne il y a une quinzaine d'années. J'ai été révoltée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais à quoi ça sert ce CICE? Vous, c'est le tournant social libéral qui vous a mis le plus en colère. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Après, il y a eu d'autres choses, mais au début, Mais on commence par ça. Jean-Christophe Cambadélis, il y a cette déception d'une partie de votre électorat qui s'exprime aujourd'hui, mais j'imagine que ça doit vous arriver de temps en temps. Ah bah oui, ça m'arrive. De croiser des électeurs de François Hollande déçus. Des électeurs déçus, il y en a aussi des satisfaits, mais il y en a des déçus et qui déploient à peu près l'argumentaire que l'on vient d'entendre. Sauf que l'inversion de la courbe du chômage, ce n'était pas dans le discours du Bourget, c'est venu après. Oui. Mais reprenons. Moi, j'ai assisté au discours du Bourget. Je l'ai bien écouté. Il y avait l'ennemi. Et puis, il y avait la pratique. Et vous savez, vous connaissez ça très bien, que François Hollande avait été choisi dans le Parti socialiste. Il y a 3 millions de personnes qui ont voté, et ils ont voté pour François Hollande, contre une autre orientation, qui était une orientation portée par Martine Aubry, qui correspondrait sûrement plus à ce que vous souhaitez. Mais le choix a été fait par les électeurs. Et la position de François Hollande était une position qui intégrait la dimension européenne, la perspective des 3%, d'ailleurs on va y être, qui prenait en compte les difficultés de l'économie telles qu'il le pensait réellement. Et on s'est aperçu au bout de 3 ou 4 mois que notre système productif était quasiment exsangue et qu'il fallait créer les moyens pour pouvoir redistribuer, et il l'a fait. Et donc, c'est une orientation qui a été là, désignée non pas par un congrès du Parti socialiste, non pas sur une orientation à partir de laquelle il aurait été parjure, mais ce sont les électeurs qui ont dit cette orientation plus modérée est une orientation qui correspond à la situation. Donc, ce n'est pas Jaurès qui a été élu, c'est François Hollande sur cette orientation. Et il s'est tenu à cette orientation. Donc moi, je crois qu'on ne peut pas le critiquer au nom de ce que l'on aurait voulu entendre, mais on doit le critiquer, si on le critique, par rapport à ce à quoi il s'était engagé. Mais Jean-Christophe Cambadélis, pardonnez-moi de vous couper, vous faites l'amour, pardonnez-moi de vous couper, je me suis excusée. Je voudrais donner la parole pour faire écho à ce qui vient d'être dit à Jérôme Sainte-Marie. Ce qui vient d'être dit sur ce plateau, c'est pas anecdotique, c'est pas simplement quelques militants qui soutenaient Martine Aubry, qui ont fait défaut au Parti socialiste et à François Hollande. Il y a une rupture que vous voyez dans l'opinion avec une partie de cet électorat-là. Oui, bien entendu, ce qui a été dit très éloquemment, effectivement, correspond à un mouvement profond, à l'histoire même de la gauche sous ce quinquennat. Alors, je pourrais vous dire tout simplement, le Parti socialiste, comme ça a été annoncé, eh bien, est en train de perdre les catégories populaires. Alors, vous avez entendu ça à chaque fois que la gauche était au pouvoir. Vous avez entendu des sondeurs qui disaient « Ah, ils sont en train de perdre les catégories populaires. » Et puis, grâce à des slogans du type « Au secours, la droite revient », ce que vous avez entonné tout à l'heure, eh bien, finalement, à l'élection suivante, eh bien, les catégories populaires reviennent plus ou moins. 58% des ouvriers, par exemple, ont voté pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy à la dernière élection présidentielle, alors même que les promesses sociales de François Hollande n'étaient pas extrêmement développées, on peut le dire. Mais cette fois-ci, voyez-vous, je pense que ce ressort-là est cassé. Alors pour plusieurs raisons. Non seulement parce que l'impopularité du gouvernement et du président de la République est véritablement exceptionnel. On tombe à des niveaux de 15% pour le président de la République, ça dit quelque chose. Ce n'est pas uniquement l'usure du pouvoir ou l'absence de résultats. On a également des chiffres qui ne sont pas très encourageants sur le Parti socialiste, ça, pourquoi pas. Mais quand on va derrière, et puis on a des intentions de vote pour la présidentielle qui sont, comme vous le savez, de l'ordre de 18%, ce qui est quand même assez faible et ce qui ne vous qualifierait pas pour l'instant pour le second tour. Mais ce que je trouve beaucoup plus grave que ces niveaux-là, c'est la structure cachée derrière ces chiffres. Le fait qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des scores ridiculement bas, il faut le dire, parmi les ouvriers, qui pourtant, je viens de le dire, avaient voté majoritairement pour François Hollande.
Parmi les employés, on tombe à 17%, par exemple, d'intention de vote. Et puis maintenant, c'est une enquête passionnante du Cevipof, qui, par Ipsos, je crois, eh bien, cette enquête montre que parmi les fonctionnaires, le noyau dur du Parti socialiste, parmi les fonctionnaires, aujourd'hui, les fonctionnaires de catégorie C voteraient beaucoup plus Front National que socialiste. Par catégorie B, c'est équilibré, il vous reste encore les catégories A. Voilà, si vous voulez, un glissement de terrain qui me paraît extrêmement important et qui explique, je crois, bien des réponses. Bien sûr, bien sûr. C'est pas nouveau, c'est toute la thèse de son dernier ouvrage. C'est-à-dire que la gauche... vous avez lu. Évidemment. Que la gauche ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle, elle sera éliminée. Donc les éléments avancés vont... Mais c'est aussi pour vous entendre, vous. Mais je vais répondre. Aujourd'hui, nous sommes dans la contestation. Au moment de l'élection présidentielle, nous serons dans la constatation. Contestation par rapport à des gens déçus par la politique qui est menée. Contestation par rapport au chômage, par rapport au quartier, par rapport aux fonctionnaires, par rapport à la politique économique, par rapport à la politique européenne, etc., etc. Nous avons ce moment-là. Mais dans quelques mois à la présidentielle, ça sera la constatation. Constatation du programme qui est proposé. Parce qu'on peut critiquer ce que fait la gauche. On doit regarder. Là, c'est pas au secours, il revient. Je ne sais pas comment on va pouvoir le qualifier. C'est épouvantable. Épouvantable. Alors, il y a une partie, moi je suis, parce qu'il y a une partie de la gauche qui se dit, somme toute, que l'adaptation à la mondialisation, c'est pas le job de la gauche. Et qu'il ne faut pas aller au pouvoir, il vaut mieux être dans les manifestations, dans les critiques, voire dans les collectivités locales, il vaut mieux être un contrepoids. Mais je leur dis, à tous et à toutes, que votre pronostic, à savoir l'élimination de la gauche de l'élection présidentielle, ce n'est pas un échec dans une élection, c'est le début de la fin. Bien sûr. C'est la marginalisation totale. C'est le fait que la droite sera face au Front National et que la gauche n'existera que comme trace, comme contestation, toujours. Mais la contestation de la rue, ça ne fait pas la gauche au cœur de la vie politique française, ce qu'avait réussi François Mitterrand en 1960. Alors, juste, on va laisser réagir Nathalie Caillasse, ce qui vient d'être dit. Au fond, quand vous serez au moment de voter, c'est ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, il y aura le choix entre un parti... son candidat à l'élection présidentielle, peut-être. Comment? Vous aurez votre candidat? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas encore aujourd'hui? Bien sûr que non. Mais l'idée qu'aujourd'hui on est dans la contestation et qu'à un moment donné, quand même, il faudra faire une comparaison avec les programmes proposés par le parti qui incarnera les couleurs du Parti Les Républicains, et qu'à ce moment-là, eh ben, en et gros, le Front National. Et le Front National, et qu'à ce moment-là, vous serez de retour au bercail. Mais ça, c'est impossible. Le ressort est véritablement cassé. Vous savez, Monsieur Cambadélis, j'ai appelé une amie de mes parents que je connais depuis très longtemps, qui est militante, qui est toujours membre du Parti socialiste. Là, elle est responsable de section. Cette dame a 75 ans. Toute sa vie, elle a milité pour le Parti socialiste. Son père était à la SFIO. On en a parlé du discours du Bourget. On n'était pas totalement naïfs, parce que là, vous essayez de m'expliquer il y a quelques minutes qu'en fait, c'est parce qu'on a mal compris que non, c'était pas Jaurès à la tribune. Ça, je suis d'accord. Je m'étais dit méfiance. Je n'ai pas voté avec un véritable élan, mais je suis un peu habituée. Ça fait 40 ans que je vote, Monsieur Cambadélis. Ça fait 40 ans que, généralement, je ne vote pas pour un candidat, mais contre un autre. Donc, cette habitude, je l'ai. Quand je discutais avec cette dame, elle m'expliquait que là, actuellement, elle n'osait même plus aller tracter sur les marchés. Elle n'osait plus aller coller une affiche. Pourquoi? La région où j'ai vécu, parce qu'elle se fait agresser en disant « on nous a abandonnés, ils nous ont oubliés, ils nous ont laissés dans la merde ». Comment on peut croire qu'un pays dans lequel, depuis que François Hollande a été élu, tous les jours, il y a 1000 chômeurs de plus par jour, et que tous les jours, une partie de ces chômeurs sortent des statistiques du chômage pour basculer dans la plus grande pauvreté, comment voulez-vous qu'ils y croient encore? L'endroit auquel je fais référence, c'est l'ancien bassin minier. Je l'ai connu, je suis née là. Je sais ce que ça veut dire la solidarité. Je sais ce que ça veut dire le travail. À l'époque, il y avait, vous voyez, j'en parle avec émotion parce que vraiment c'est une trahison. Et
et qui ne me touche pas moi personnellement. Personnellement, je m'en suis sortie. L'ascenseur social a marché à plein. Mais je vois ces gens qui restent là sur le pavé, qui n'ont plus aucun espoir. Si une partie d'entre eux a un nouvel espoir, Monsieur Cambadélis, ce nouvel espoir, il s'appelle Marine Le Pen. Alors, dans le bassin minier, on a des scores de plus de 40%. Ça n'était pas son électorat préalablement. Vous les avez tellement déçus, mais tellement... C'est pire qu'une déception, c'est vraiment une trahison. Ils ne veulent plus jamais entendre du Parti socialiste. Alors ma question, c'est, est-ce que vous attendez d'en être arrivé au score du PASOK en Grèce pour réagir, ou est-ce que vous voulez donner la voix à vos militants de base et pas seulement à vos cadres? Mais évidemment qu'on veut donner la voix aux militants de base, et particulièrement dans le bassin minier, où il y a des députés qui se battent avec passion pour le défendre et défendre la situation de l'ensemble de nos concitoyens dans cette partie du Pas-de-Calais assez particulière, où le Parti socialiste avait son implantation dans le bassin minier, mais pas simplement le Parti socialiste, il y avait aussi le Parti communiste. Or, le Parti communiste, qui ne procède pas de notre politique, n'a pas capté le mécontentement dont vous parlez. Ce n'est pas pour faire un reproche, c'est pour qu'ensemble on essaye d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le Front National qui est en dynamique dans ces quartiers. C'est le Front National qui est en dynamique dans ces territoires. Et moi, je crois que si on se divise, si on se fragmente, on peut se critiquer. C'est toujours été le cas à gauche. À gauche, c'est ça, oui. On peut se critiquer, mais il faut faire front. Parce que sinon, on va disparaître. Alors là-bas, vous le savez comme moi, puisque vous connaissez, vous savez comme moi que là-bas, sur ces territoires, dans le bassin minier, il n'y a plus de droite. C'est l'EPS face au Front National. Et bien moi, je préfère, même si ce n'est pas bien, même si on peut avoir des éléments critiques, même si on a été déçu, je préfère encore, je vous le dis, un député de gauche dans ces territoires que le Front National. Jérôme Sainte-Marie. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pourrais rajouter des chiffres, mais ça correspond exactement, ce sentiment qui a été exprimé correspond effectivement à la réalité que l'on observe effectivement sur le remplacement démocratique, en quelque sorte, le remplacement de la fonction de protection qu'avait la gauche par rapport aux catégories populaires et aux salariats dans son ensemble. Cette fonction est de plus en plus remplie, en tout cas dans les mots, par le Front National, et ça se traduit très clairement. Donc ma question, en fait, serait tout simplement de se dire, par rapport à la prochaine élection présidentielle, effectivement, comment voyez-vous, si vous restez solidaire avec cette ligne gouvernementale, peut-être nécessaire, comment voyez-vous la possibilité d'échapper à cette espèce d'écartèlement entre, d'un côté, les catégories populaires de votre électorat qui vont vers le Front National ou l'abstention, et de l'autre côté, finalement, des catégories plus diplômées, mieux intégrées socialement et avec plus d'espérance dans la mondialisation, qui, elles, vont de plus en plus du côté d'Alain Juppé, des Républicains, du centre. Et on voit d'ailleurs que si on remplace le candidat naturel, François Hollande, par Emmanuel Macron dans les sondages, Emmanuel Macron ne fait pas mieux, tout simplement parce qu'il n'a pas de clientèle. Il n'y a pas de clientèle. Ça le fait sourire, ça lui fait plaisir, non? Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est tellement présenté pour Alain Juppé que ça me fait sourire. Non, c'est pas ça du tout, vous savez. Mais si vous voulez, je n'arrive pas à comprendre où va être votre électorat de substitution à ces catégories perdues. D'abord, il suffit de voir quelques victoires lors des élections régionales pour voir que la situation est beaucoup plus complexe que vous pouvez le dire. Parce que le Front National peut faire 40%. Je crois que on n'était pas très nombreux à dire qu'il n'y aurait pas de président de région au deuxième tour, parce que je défendais l'idée qu'il y aurait un sursaut et un front républicain. Peu me disaient que c'était juste, et il y avait quelques sondeurs qui, sondage à l'appui, me démontraient qu'il y aurait 2 ou 3 endroits où le Front National allait l'emporter. Je pense que les choses sont totalement différentes. Les Français, ils répondent à la question qui leur est posée. Et là, la question qui leur sera posée, ça ne sera pas « Est-ce que vous avez apprécié la politique économique menée ?» Parce que peut-être qu'elle aura des résultats, enfin en tous les cas je le souhaite. La politique économique qui aura été menée, c'est qui allez-vous prendre comme président de la République? Et moi je pense que dans la période telle que l'on la vit, que nous avons évoquée au début de l'émission, la gravité, le fait que les crises arrivent sur la France
d'une manière incroyable. La révolution de l'immatériel, les questions du terrorisme, la guerre, les réfugiés, la situation européenne, on va voir dans quelques jours avec le Brexit, ou encore les questions climatiques, sans oublier les quartiers, etc. Ils choisiront quelqu'un qui peut faire le job. Parce qu'ils vont avoir exactement la réaction de madame. Je ne crois pas trop à ce qui m'est annoncé. En même temps, il y a des tendances qui sont assez lourdes pour certains. Mais je cherche l'homme qui aura peut-être affronté ce type de période, incarné la France dans l'épreuve pour pouvoir continuer à diriger la France. En campagne clairement pour François Hollande, ça veut dire pas besoin de primaire. Certains disent qu'il est en train d'essayer de dézinguer les primaires, Jean-Christophe Cambadélis. Attendez, moi je dis l'inverse, je crois que je vais finir par être le seul à être pour les primaires. C'est vrai? Mais oui, vous regardez l'ensemble des partis politiques qui disent vouloir y participer, ils mettent tellement de préalables que je pense qu'ils ne veulent pas réellement les organiser. Mais s'ils sont d'accord, et nous l'avons décidé dans notre précédent Conseil national, nous le réaffirmerons le 9 avril, nous organiserons des primaires, vous verrez que l'électorat de gauche ira, pour les raisons que je viens d'indiquer, vers les candidats qui, d'abord, peuvent battre la droite. Il ne s'agit pas simplement de témoigner, parce que si on témoigne, on va témoigner pendant 30 ans à gauche. Donc, qui peuvent battre la droite et qui sont capables de faire face aux événements tels que nous les connaissons. Alors, nous allons passer maintenant aux questions SMS, à vos questions. Jamais un président, un gouvernement et un parti n'ont autant déçu ceux qui avaient confiance en eux. En êtes-vous conscient? Si vous ne l'étiez pas... Il y en a d'autres, mais je suis conscient que les Français sont plus qu'interrogatifs par rapport à ce que nous avons fait et que nous sommes, je l'ai dit même, je crois que j'ai été très, très clair, nous sommes dans la contestation. Il n'y a pas d'inquiétude particulière par rapport aux scores qui ont été évoqués. Ce que vous venez d'entendre sur le plateau, ça vous touche juste? Bien sûr, bien sûr que ça me touche. Parce que quand je vois des militants, des générations, des familles qui disent c'est plus possible, on ne reviendra pas vers vous, ça me touche. Parce que je connais à la fois leur angoisse, leur critique, et en même temps, je sais les conséquences pour l'ensemble de la gauche. La suite, c'est cette question. Pourquoi le PS n'applique-t-il pas une politique plus à gauche, plus proche des intérêts et désirs de son électorat? Parce que le Parti socialiste a fait un choix stratégique au point de départ, qui a été celui de la lutte contre le chômage. Alors vous me direz, on n'a pas les résultats aujourd'hui. Les résultats sont erratiques. Un mois, c'est plus 27 000, un mois, c'est moins 30 000, etc. Mais c'était le choix. Pour cela, nous avons constaté que notre appareil productif, nos industries, s'étaient lentement affaissés. Nous sommes derrière aujourd'hui l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, alors que nous étions l'équivalent de l'Allemagne. On ne peut pas distribuer ce que l'on n'a pas produit. Donc il est nécessaire de reconstruire cet appareil productif. C'est pas la droite aurait dû le faire, elle ne l'a pas fait, c'est à la gauche de le faire. Évidemment, c'est pas dans sa tradition, la gauche. La gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle prend aux uns pour donner aux autres. Là, il n'y avait plus rien à prendre. Il fallait reconstruire l'appareil productif pour pouvoir avoir une politique qui puisse se faire. Et ça sera d'ailleurs, je pense, ce que nous ferons si nous avons un deuxième quinquennat. Valls, avec sa politique très à droite, est-il le fossoyeur du Parti socialiste? Je pense pas que les choses se passent de cette façon-là. De toute façon, Valls n'applique pas au gouvernement sa politique, mais celle du président de la République. Il impacte sur rien, Manuel Valls? Ben si, il impacte sur pas mal de choses, je crois, puisqu'il est aujourd'hui assez haut dans les sondages. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'exécutif, de la majorité présidentielle et du Parti socialiste qui sont critiqués. Ce n'est pas un individu, même si j'entends et je peux parfois le partager, il y a des nuances, plus que des nuances, au sein des socialistes. Et vous leur demandez aux uns et aux autres de faire un peu taire les nuances en ce moment, de baisser d'un ton, Macron, Valls? Moi, je dis à tout le monde, il faut aujourd'hui non pas essayer de se distinguer, mais de se qualifier. Et donc, pour se qualifier, il faut être unis et prendre ce qu'il y a de mieux
dans chacun. Vous n'attachez pas d'importance au sondage, mais pensez-vous que François Hollande, vu sa cote de popularité, doit être le candidat du PS pour 2017 ? Moi, personnellement, oui, j'accorde beaucoup d'importance au sondage. Mais je sais, M. Saint-Barry me le dirait, que c'est une photographie du moment. Ce n'est pas une dynamique, ce n'est pas un film, c'est une photo. Donc, il y a des éléments à voir, à constater, mais il y a aussi peut-être une politique à mener. Mais c'est pour ça que je dis à mes camarades, aujourd'hui, réfléchissez bien, qui peut, dans la gauche, gagner une élection présidentielle? C'est le seul. C'est celui qui est en situation. Bon. Mais il y a des gens extrêmement brillants. Oui. Il y a des grands talents dans la gauche qui contestent la politique. C'est compliqué de dire en situation après les chiffres qu'on vient d'entendre, mais il est en situation parce que les présidents sortants, parce qu'il a incarné une autre question. S'il vous voulez bien, l'aile gauche de la gauche et l'aile droite de la gauche peuvent-elles encore appartenir à un seul et même parti? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des divisions. Mais parce que au Parti Socialiste, ça a toujours fonctionné comme ça. Entre Michel Rocard et Jean-Pierre Chevènement, vous pensez qu'il y avait un accord? Merci beaucoup. Je suis désolée, on refera une autre émission, je vous promets, d'ici à la présidentielle. C'est la fin sur de le cette Parti émission. Socialiste, quand vous voulez. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. La semaine prochaine, à votre place, ce sera Michel Sapin. Allez, belle soirée sur France 5.